Bonsoir, bienvenue à ce deuxième webinaire des mardis de la vaccination au centre hospitalier du Mans, après le webinaire de Cholet. Ce soir, nous avons intitulé notre séminaire « Actualité vaccinale et papillomavirus ». Je suis le docteur Epo, je suis médecin référent santé publique au centre de prévention de vaccination et de dépistage de la Sarthe. Ce webinaire sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube des Mardis de la vaccination. Et n'hésitez pas à poser des questions tout au long des interventions sur le chat. Je vais passer la parole au docteur Ikombo pour la première intervention. Bonsoir, je suis le docteur Ikombo Itoto, je suis infectiologue et également médecin coordinateur du Centre de prévention de vaccination et de dépistage de la Sarthe. Pour ceux qui ne le savent pas, le CPVD 72, Centre de prévention de vaccination de dépistage de la Sarthe, a été créé en 2013 et il regroupe en fait les activités de dépistage avec le CEGID, de vaccination des populations vulnérables avec le CVP, Centre de vaccination polyvalente, et le Centre de lutte antituberculeux. Donc nous sommes une équipe de médecins, d'infirmières, de secrétaires au contact et au service de la population sartoise pour essayer d'améliorer leur santé et faire de la prévention. Nous avons également un volet santé et les mardis de la vaccination font partie de ce volet santé. Je voudrais remercier tout d'abord le centre hospitalier du Mans qui nous accueille dans ses locaux, ainsi que l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire pour son soutien, ainsi que le centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire, Medcal, qui nous apporte également son soutien logistique. Je souhaite la bienvenue à nos différents intervenants de ce soir. Le docteur Sophie Blanqui, infectiologue au centre hospitalier du Mans. Le docteur Nicolas Crochette, également infectiologue au centre hospitalier du Mans. Et le docteur Mathilde Boudet, qui travaille au centre régional de coordination des dépistages des cancers. Et je repasse la main au docteur Epo pour l'animation de cette soirée. Je vous souhaite une belle soirée avec beaucoup de questions, nous l'espérons. Alors au programme, ce soir, 3 interventions principales. Une première sur les actualités du calendrier vaccinal par le docteur Blanqui. Ensuite, le docteur Crochet nous parlera du papillomavirus humain, épidémiologie et puis les nouvelles données vaccinales. Et nous terminerons par le docteur Boudet qui fera un retour d'expérience sur le projet PREV HPV. Nous pouvons commencer par la première intervention, donc actualité du calendrier vaccinal par le docteur Sophie Blanqui. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Sophie Blanqui, donc, je suis infectiologue à l'hôpital du Mans et je travaille également au centre de prévention de vaccination et dépistage. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir les actualités du calendrier vaccinal 2022. Donc, en commençant tout d'abord par la vaccination contre le méningocoque B. Donc, j'ai choisi de vous faire quelques rappels tout d'abord sur le méningocoque B. Donc, c'est une bactérie à Gram négative en grains de café. C'est une bactérie qui est strictement humaine. Le réservoir de cette bactérie, c'est le rhinopharynx et à peu près 5 à 10% de la population est porteur sain de cette bactérie. La transmission, elle se fait par voie aérienne lors de contacts directs et quand on acquiert une nouvelle souche, on a une immunité qui se met en place à peu près en 10 jours et c'est dans cette fenêtre de 10 jours qu'on peut faire en fait une infection invasive à méningocoque, que ce soit une bactériémie ou une méningite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bactéries sont encapsulées. Elles ont une capsule polysaccharidique qui est composée de sucre, qui permet en fait de distinguer 12 sérogroupes différents, dont les plus importants en pathologie humaine sont les sérogroupes A, B, C, X, W et Y. Quand on regarde l'épidémiologie des infections invasives à méningocoque, les dernières données de l'année 2020 sont un petit peu étonnantes parce qu'on a une diminution de la circulation des souches hyper-invasives qui sont secondaires en fait à la mise en place des mesures barrières pour la Covid qui aussi sont efficaces contre la diffusion des méningocoques. Et vous savez bien qu'en mars 2020, on a eu notre premier confinement. Et donc, ça a entraîné une diminution de moitié du nombre de cas d'infection invasive à méningocoque. On a eu 219 cas en 2020 contre 460 cas en 2019. Quand on regarde un petit peu la distribution des sérogroupes de méningocoque, le méningocoque B est toujours le plus responsable d'infections invasives à méningocoque. Il représente à peu près 60% des cas. La tranche d'âge qui est la plus touchée, c'est la tranche d'âge des 1 à 4 ans. Il représentait 29 cas en 2020. Et quand on regarde le sérogroupe B chez ces enfants de 1 à 4 ans, il représente plus de 75% des cas. Quand on s'intéresse à la morbimortalité des infections invasives à méningocoque B,
Donc, sur les données de 2020 en France, la mortalité, elle était de 8% et elle est stable depuis 2013. Il y a une étude intéressante qui a été publiée en 2012 sur en fait, la morbidité des infections invasives à méningocoque B. C'est une étude qui avait été menée en Angleterre où ils ont recruté tous les enfants âgés de 1 mois à 13 ans qui avaient présenté et survécu à une infection invasive à méningocoque B et qui ont pu être évalués 3 ans en fait, après leur infection. Et donc, ils ont recruté 245 enfants et ils ont eu 328 contrôles. Et ce que cette étude a permis de montrer, c'est qu'à peu près 10% des enfants ont quand même des séquelles majeures de cette infection invasive à méningocoque B, que ce soit une amputation majeure, un QI très bas, une épilepsie ou une surdité. Et un peu plus d'un tiers des enfants ont des séquelles mineures, que ce soit des troubles psychologiques, un QI marginal, des amputations mineures, une perte auditive mineure ou des déficits de la communication. Donc c'est quand même des infections qui sont graves et qui ont des conséquences même chez les enfants qui survivent à ces infections. En ce qui concerne les facteurs de risque pour faire une infection invasive à méningocoque, on a des données françaises récentes qui sont très intéressantes. Donc c'est une étude qui a été menée et qui s'est basée sur les données de l'assurance maladie et qui a recruté toutes les personnes qui avaient fait une infection invasive à méningocoque entre 2012 et 2017. Donc ça correspondait à 3532 cas, dont l'âge médian était de 21 ans. Ils ont recruté 3 contrôles par cas. Cette étude elle a permis d'étudier en fait, des facteurs de risque médicaux qui étaient connus. Donc on retrouve bien sûr l'immunodéficience congénitale, les immunodéficiences acquises avec par exemple les traitements par eculizumab, les greffés de cellules souches hématopoïétiques, mais aussi les patients qui sont atteints du VIH. On retrouve bien sûr l'asplénie, la prématurité. Une chose intéressante, c'est qu'on retrouve aussi que le fait d'avoir fait une infection virale dans les mois précédents est un facteur de risque de faire une infection à méningocoque. Et cette étude a mis aussi en évidence des pathologies chroniques comme facteurs de risque, telles que des maladies auto-immunes, hémophilie, pathologies respiratoires chroniques. Cette étude s'est aussi intéressée aux facteurs de risque socio-économiques. Et l'âge est un facteur de risque de faire une infection invasive à méningocoque, mais aussi le fait d'être affilié à la CMUC. Avec un risque, vous voyez un odds ratio à 1,68, probablement dû parce que les conditions de vie chez les patients plus précaires, c'est plus une promiscuité avec plus de gens et plus de risques d'infection à transmission aérienne. Donc ces données plaident bien sûr pour un remboursement en population générale du vaccin méningocoque B. Donc, un petit mot sur le vaccin méningocoque B. Donc, il y en a 2 disponibles en France. C'est le Bexsero qui est recommandé chez les enfants. Donc, il est différent des anciens vaccins contre le méningocoque qu'on avait, type méningocoque C ou méningocoque tétravalent, qui eux sont des vaccins polysaccharidiques conjugués, donc qui ciblent les sucres de la capsule de la bactérie. Pour le méningo B, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a une analogie entre la structure des sucres de la capsule du méningocoque B et des structures de protéines qui sont cérébrales. Et donc, on avait des risques de déclencher une maladie auto-immune si on vaccinait avec ce type de vaccin-là. Donc, le vaccin contre le méningocoque B, c'est un vaccin qui cible les protéines qui sont exprimées par les méningocoques et qui ne sont pas spécifiques du sérogroupe, du coup. Donc, vous avez un petit tableau là qui vous reprend les composants du vaccin. C'est un vaccin qui est adjuvanté. Et donc, le Bexsero a son AMM européenne depuis janvier 2013 et initialement avec un schéma de 3 doses de primo-vaccination et un rappel pour les nourrissons. Il est recommandé en France depuis octobre 2013 pour la vaccination des personnes de plus de 2 mois à risque d'infection invasive à méningocoque B. Et il y a une modification d'AMM en juillet 2018 avec une simplification du schéma de primo-vaccination des nourrissons avec 2 doses de primo-vaccination au lieu de 3. Et ça a permis de réévaluer la place de cette vaccination dans le calendrier vaccinal français parce que ça allait modifier en fait l'évaluation coût économique. On a maintenant des données d'efficacité en vie réelle. Donc, l'Angleterre a recommandé ce vaccin dès 2015 chez tous les nourrissons avec un schéma 2+1, donc une vaccination à 8 semaines, 16 semaines et 12 mois, parce qu'ils avaient à ce moment-là une augmentation des cas d'infection invasive à méningocoque B. Le vaccin couvrait 73% des souches de méningocoque B qui circulaient. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'il y avait une diminution de 75% de l'incidence des infections invasives à méningocoque B dans les tranches d'âge éligibles à la vaccination.
Une donnée qui est très intéressante aussi, c'est une donnée épidémiologique qu'il faudra confirmer par d'autres études, mais l'Angleterre a vu une diminution de à peu près 69% du nombre de cas d'infection invasive à sérogroupe W chez les enfants qui étaient complètement vaccinés avec le Bexsero. C'est intéressant parce que le sérogroupe W, c'est un sérogroupe qui est émergent en Europe et qui est particulièrement grave. En 2020, c'était une létalité de 33% pour ce sérogroupe-là, avec des formes atypiques et des diagnostics souvent tardifs qui expliquent cette mortalité importante. Plusieurs études n'ont pas pu démontrer d'impact sur le portage nasopharyngé du méningocoque B. Donc, les enfants qui seront protégés, ce seront seulement les enfants qui sont vaccinés. Et ça ne va pas influer sur le portage. Et donc, les enfants vaccinés pourront quand même transmettre le méningocoque B à leur entourage. Et la durée d'efficacité, elle est d'au moins 3 ans. Donc, les contre-indications sont des contre-indications classiques, l'allergie. Voilà, je passe assez vite. La tolérance est plutôt bonne avec des effets indésirables systémiques tels que la fièvre, l'irritabilité, les troubles digestifs et des effets indésirables locaux classiques. Les effets locaux sont identiques après la 2e et la 3e dose. Par contre, il y a moins d'effets systémiques. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a plus d'effets systémiques en cas de co-administration avec les vaccins recommandés de la petite enfance, et le Bexsero est administrable avec tous ces vaccins-là. Donc il faut administrer systématiquement du paracétamol avant et 6 heures après l'administration s'il y a une co-administration. Et en principe, on peut administrer du paracétamol, il n'y a pas d'influence sur la réponse vaccinale. Donc, cette vaccination est maintenant recommandée en France, donc à 3 mois, 5 mois et 12 mois chez tous les enfants. Et cette vaccination doit être initiée avant l'âge de 2 ans. Et vous avez des rattrapages de vaccination avec des schémas différents selon l'âge à laquelle on débute la vaccination. Voilà pour le méningocoque B. Ensuite, une des grandes nouveautés du calendrier vaccinal, c'est la vaccination coqueluche pendant la grossesse. Donc, juste un petit rappel, le but de la vaccination des femmes enceintes, c'est déjà de protéger la maman, parce qu'il y a des infections qui sont plus graves pendant la grossesse, comme la grippe par exemple, protéger le fœtus pendant la grossesse aussi, et protéger le nouveau-né pendant les premières semaines de vie, ce qui est un petit peu le rationnel pour la vaccination coqueluche. On sait que le nourrisson n'est protégé par sa vaccination qu'à partir de l'âge de 3 mois, et que c'est pendant ces 3 premiers mois de vie qui font les formes les plus graves de coqueluche, et c'est là où on a le plus de décès. Il y a un passage transplacentaire des anticorps maternels, les IgG, qui est possible dès le 2e trimestre et majoritaire au 3e trimestre. Et ce qu'on sait, c'est que le taux d'immunoglobuline G, d'IgG coqueluche chez des femmes qui ont été vaccinées dans l'enfance ou en prépartum, ce taux-là n'est pas suffisant pour permettre un passage transplacentaire des anticorps pour permettre de protéger le nourrisson à la naissance. Donc, il faut faire un rappel vaccinal coqueluche à la maman pendant la grossesse pour permettre ce transfert des anticorps. On a des données d'efficacité parce que ça fait déjà plusieurs années que c'est introduit dans d'autres pays, notamment des pays européens. Et on va reparler encore des Anglais, mais en Angleterre, il y a eu une augmentation des cas de coqueluche, notamment à partir des années 2010, avec un pic en 2012, avec pas mal de décès chez des nourrissons de moins de 3 mois. Et donc, ils ont recommandé la vaccination des femmes enceintes en Angleterre. Et vous voyez là sur les petites courbes, du coup, donc là, il y a eu l'augmentation des cas chez les enfants, du coup, et notamment les enfants de moins de 3 mois des coqueluches. L'introduction de la vaccination en 2012, et on a vu une chute des cas de coqueluche chez les nourrissons. Il y a un petit rebond là dans les dernières années, mais c'était un rebond qui était aussi dans tous les tranches d'âge, du coup, qui ne montre pas une perte d'efficacité de cette vaccination chez la femme enceinte. Quand vacciner la femme enceinte, la plupart des pays recommandent au 2e et au 3e trimestre. Donc vous voyez que là, sur ce tableau-là, ça reprend un petit peu toutes les recommandations sur les différents pays qui ont recommandé cette vaccination. Et vous voyez que ça fait déjà depuis 2012 que pas mal de pays recommandent cette vaccination-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus vacciner trop tard. Là, vous avez un petit tableau qui reprend aussi les données anglaises. Et on voit que l'efficacité chez les femmes chez les enfants de femmes qui avaient été vaccinées, en fait, moins d'une semaine avant l'accouchement ou après l'accouchement, cette efficacité, elle est plus que de 43%, avec un intervalle qui n'est pas significatif, versus 91% pour celles qui avaient été vaccinées plus d'une semaine avant l'accouchement. On a des données de sécurité aussi. J'aimerais bien rappeler quand même que c'est les vaccins Repevax et Boostrix Tetra qui sont les vaccins coquelucheux français. On l'a même chez la femme enceinte, du coup. Donc la vaccination est bien tolérée pendant la grossesse. C'est la même chose que quand on n'est pas enceinte.
il y a quand même une interférence avec la réponse vaccinale du nouveau-né, ce qu'on appelle l'effet blunting. Donc là, si vous regardez sur ce schéma-là, donc c'est une étude qui avait été menée aux Pays-Bas chez des femmes qui avaient été vaccinées entre 30 et 32 semaines de grossesse versus des femmes qui avaient été vaccinées en postpartum. Et on a regardé les enfants, leur taux d'anticorps après leur vaccination des nourrissons. Et en vert, vous voyez, c'est les taux d'anticorps chez les nourrissons vaccinés, nés de femmes vaccinées pendant la grossesse. Et en bleu, les taux d'anticorps chez les enfants qui ont été vaccinés chez des femmes qui n'ont été pas vaccinées pendant la grossesse. Et on voit que les enfants qui sont nés de femmes vaccinées pendant la grossesse ont des taux d'anticorps qui sont moins importants, plus faibles que les autres enfants. Mais en fait, cette interférence, elle n'a pas de traduction clinique. Et ce qu'on peut voir dans les données anglaises, c'est que même après leur dose de vaccin, le fait d'être né d'une mère qui a été vaccinée pendant la coqueluche continue de protéger les enfants. Du coup. Voilà. Donc la vaccination contre la coqueluche est recommandée chez la femme enceinte maintenant en France dès le 2e trimestre de grossesse, de préférence entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, afin d'augmenter le passage transplacentaire passif des anticorps de la maman. Cette vaccination, elle doit être effectuée à chaque grossesse parce qu'on sait que les taux d'anticorps chutent dès 1 an après le rappel vaccinal chez la femme enceinte et qu'un an plus tard, il n'y aura pas assez d'anticorps pour permettre de nouveau un passage transplacentaire s'il y a une nouvelle grossesse. Donc il faut le refaire à chaque grossesse, du coup, cette vaccination-là. Il y a un délai de 1 mois avec un précédent rappel ne contenant pas la valence coqueluche. Et il n'y a pas de vaccination de l'entourage du nourrisson si la mère a été vaccinée 1 mois avant l'accouchement, enfin au moins 1 mois avant l'accouchement. Voilà. Et je voulais faire un dernier point sur une dernière nouveauté, c'est l'extension des compétences vaccinales. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, on est parti du constat que avant le nouveau calendrier vaccinal, les IDE et les pharmaciens étaient autorisés à prescrire et administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes majeures ciblées par les recommandations, sauf s'ils avaient un antécédent d'allergie grave. Ça, c'est depuis 2018. Et ça a été étendu depuis 2021 à tous les majeurs qui souhaitent se faire vacciner contre la coqueluche. Et les sages-femmes ont des droits de prescription et d'administration des vaccins pour les nouveau-nés et l'entourage des nouveau-nés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pharmaciens et les IDE sont quand même de gros vaccinateurs, notamment pour la grippe. Dans la campagne 2020-2021, ils ont fait plus de 50% des vaccinations. Et depuis mars 2021, on a une extension aussi pour la Covid. Et ce qu'on regarde pour la vaccination Covid, c'est 60% des vaccinations ont été faites quand même par les pharmaciens. Donc ça marche quand même, ces vaccinations chez les IDE et les pharmaciens. Et donc la HS a émis une recommandation qui a été actualisée en juin 2022 pour les plus de 16 ans. Et ils ont proposé la possibilité d'une prescription et d'une administration de tous les vaccins, y compris les vaccins vivants, aux infirmiers, pharmaciens, sages-femmes. Sauf, bien sûr, l'exception des vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées, qui, là, restent à prescription médicale. Tout ça a été sous-tendu au fait d'avoir une formation, un outil d'aide à la prescription, une traçabilité et une évaluation de ces nouvelles recommandations. Donc, la loi n'a pas repris complètement cette recommandation-là. Les textes qui sont parus au 21 avril 2022 ont choisi de ne concerner que 15 vaccinations et pas les vaccins vivants. Donc, vous voyez, c'est à peu près tous les vaccins inactivés du calendrier vaccinal. Et l'IDE est habilité à administrer ces 15 vaccins sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection. Donc, en fait, l'IDE a besoin d'une prescription médicale du vaccin, mais peut l'injecter même s'il n'y a pas de prescription médicale d'injection. Pour le pharmacien, c'est ces 15 vaccinations-là, mais il faut une prescription médicale du vaccin et de l'acte d'administration. Tout ça est sous-tendu, bien sûr, à la traçabilité du vaccin et à la déclaration des effets indésirables par les pharmaciens et les IDE. Et juste, la HS aussi s'est permis de faire une recommandation aussi pour les enfants de moins de 16 ans. Donc vous savez qu'actuellement, les sages-femmes, elles ne peuvent administrer aux nourrissons que le BCG et l'hépatite B, et aux enfants de l'entourage, tous les autres vaccins, sauf méningo B, A, WY, pneumocoque, varicelle et hépatite A. Et les IDE peuvent administrer sur prescription médicale tous les vaccins aux enfants. Et donc, et les pharmaciens, rien du tout, du coup. Et donc, l'AHS a émis un avis pour permettre donc, une prescription et une administration des vaccins de tous les vaccins du nourrisson pour les sages-femmes, seulement une administration pour les infirmiers, et à partir de 2 ans, une prescription et une administration de tous les vaccins pour infirmiers, pharmaciens et sages-femmes, toujours à l'exclusion des vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées.
Le rationnel est que la couverture vaccinale des nouveau-nés est très bonne en France, donc il n'y a pas besoin d'un énorme élargissement des prescripteurs et vaccinateurs. Par contre, dès 24 mois, on voit que les couvertures vaccinales baissent, et donc c'est l'occasion de permettre une vaccination par d'autres professionnels que les médecins, simplement. Voilà pour les nouveautés du calendrier vaccinal. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Sophie pour ton intervention. Il y a quelques questions qui nous sont parvenues auxquelles je pense que tu as déjà répondu. L'intérêt s'est porté sur le vaccin Bexsero. C'était de faire un point sur le vaccin Bexsero, mais je pense que ça a été largement fait, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur notamment les études et le recul qu'on a par rapport à ce vaccin-là. Je pense que c'était assez clair sur la présentation, du coup. Voilà. Moi, je m'interroge sur la durée d'efficacité. Tu as dit qu'elle était de 3 ans. Alors, est-ce qu'il y a nécessité de refaire ce vaccin après le schéma de primo-vaccination chez le nourrisson? Et dans quel cas? Alors, il faut le refaire, bien sûr, chez les nourrissons qui sont à risque d'infection invasive à méningocoque B. Voilà. Mais par contre, chez les nourrissons tout venant, on voit que le risque est surtout chez les nourrissons les plus petits. Donc, on pense que la vaccination, en fait, on va protéger un maximum les nourrissons en les vaccinant avant l'âge de 2 ans, en fait. Très bien, merci Sophie. Est-ce qu'un intervenant autour de la table aurait une question? Oui, moi j'avais juste une question sur l'étude anglaise. Je suis très intéressé par la baisse du sérogroupe W. Est-ce que dans leur étude, ils expliquent pourquoi ce sérogroupe a baissé après la vaccination contre la méningite B? En fait, le Bexsero est composé de protéines qui sont partagées par plusieurs sérogroupes et possiblement que ça a une efficacité sur les autres sérogroupes que le B et sur le sérogroupe W. Voilà, après, c'est des études épidémiologiques, donc il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Mais en tout cas, on pense qu'il y aura quand même une efficacité sur le sérogroupe W, du coup. Je trouve ça fascinant. Fascinant. Ma deuxième remarque, c'était sur l'élargissement de la vaccination aux pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, que moi je salue, parce que en effet, on est dans une démarche où les médecins, on est dans un désert médical en Sarthe, donc on a moins de médecins, et pourtant on a une population qui a besoin d'être couverte. Donc cet avis de la HAS est bienvenu. Je pense à nos amis pharmaciens, infirmières et sages-femmes. C'est vraiment une avancée pour aller vers les populations qui en ont besoin. Et notamment, tout à l'heure, tu citais ceux qui ont la CMU complémentaire, les plus précaires. C'est peut-être vers eux que ces pharmaciens, infirmières et sages-femmes auront le plus d'impact, à mon sens. Merci. On va pouvoir passer à la deuxième intervention et je vais me tourner vers le docteur Crochette pour l'intervention sur les papillomavirus humains, épidémiologie et nouvelles données vaccinales. Alors, bonsoir, donc oui, le docteur Crochette, maladie infectieuse. Et donc, moi, je vais vous parler des papillomavirus humains. Donc, on s'intègre effectivement dans le thème de la soirée. Vous allez voir que la maladie infectieuse, c'est une spécificité très transversale et que finalement, il y a des liens aussi avec la cancérologie et les papillomavirus humains en sont un exemple. C'est pas le seul en maladie infectieuse. On peut évoquer l'hépatite B, HTLV, mais celui-ci nous concerne plus particulièrement et chacun d'entre nous. J'ai souhaité commencer par quelques aspects virologiques et leur implication parce que ça m'apparaissait assez intéressant de revenir à la base de la virologie sur les papillomavirus, simplement parce que ça peut aussi permettre de répondre aux questions de certains patients et d'être convaincant. Alors je vais essayer de l'être pour que vous puissiez l'être à votre tour, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc les papillomavirus, ce sont des tout petits virus à ADN double brin non enveloppé. Alors ça paraît de la virologie pure et pas très adaptée à la clinique, mais en fait ça a des implications. Puisqu'en fait le fait d'être un ADN double brin, ça veut dire que le mécanisme de multiplication qui sont très proches de ceux observés pour les gènes cellulaires, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une machinerie cellulaire très complète pour pouvoir se répliquer. Et puis ils sont non enveloppés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de double couche phospholipidique autour, c'est la capside est nue, une capside protéique.
Et ça, c'est commun à beaucoup de virus et ça les rend résistants au milieu externe. Donc ça favorise la dissémination, la contamination. Et comme ces petits virus ADN double brin ont une faible capacité codante, c'est-à-dire que leur génome est de petite taille, et ben ils vont être très dépendants des enzymes cellulaires pour assurer la réplication de leur génome. C'est-à-dire que pour se multiplier, ils vont devoir mettre à leur service toute la machinerie cellulaire. Et donc, pour exploiter au mieux les enzymes cellulaires, ces petits virus-là, ils vont inciter la cellule hôte à être elle-même en voie de division active. Et donc, ces virus sont susceptibles de causer l'immortalisation ou la transformation cellulaire. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir continuer à se multiplier, ils vont inciter la cellule à sortir un petit peu de son cadre et de réplication et à s'immortaliser. Et ça, on sait que c'est le début de la cancérisation. Alors, ce sont des petits virus qu'on dit épithéliotropes, c'est-à-dire qu'ils ont un tropisme particulier pour tous les épithéliums mucocutanés. Et les papillomavirus, c'est les verrues, c'est les verrues génitales et les verrues vulgaires, c'est les papillomes génitaux, etc. Et donc, c'est une transmission interhumaine, et donc il n'y en a pas ailleurs, c'est que de l'interhumain. Alors, cette réplication virale intracellulaire, elle est sous-tendue par un génome et on va aboutir à la formation de capsides. Alors, j'ai fait un zoom sur le génome et la capside. Pourquoi ? Parce que le génome, en fait, vous allez voir, c'est un génome assez court qui va permettre la synthèse de plusieurs protéines. On a d'abord des protéines qu'on dit précoces, qui vont être de E1 à E7, et des protéines tardives ou late. Ces protéines précoces, les protéines E, elles vont être impliquées dans le cycle cellulaire et j'attire votre attention sur les protéines E6 et E7 qui sont des protéines qu'on va revoir juste après, qui ont une importance dans la cancérogénèse. Et puis en fait, j'ai fait un petit zoom sur la capside qui correspond en fait à l'assemblage des protéines L1 associées, aidées par les protéines L2. Parce qu'en fait, c'est cet assemblage de protéines L1, lorsqu'elle est exprimée in vitro seule ou en association avec L2, on va avoir la formation de pseudoparticules virales dont la morphologie et les propriétés antigéniques sont similaires à celles des virus natifs, tout en étant non infectants. Et donc ces pseudoparticules virales sont à la base des vaccins prophylactiques actuels. Donc ça, c'était pour expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? En fait, c'est que les HPV vont pouvoir ensuite être en fonction de leur caractère oncogénique ou non, séparés en deux types, qu'on dit HPV à faible risque ou HPV à haut risque. Donc les HPV à faible risque, ça concerne majoritairement, on va voir les sérotypes 6 et 11, et ça donne des lésions de type condylome, des lésions de bas grade, et dont la durée de vie est en général courte. À l'échelle des papillomavirus, on va revoir. Et on a ensuite les HPV à haut risque, et vous connaissez particulièrement les HPV 16 et 18, et ça donne des lésions plutôt de bas grade, puis de haut grade, et des lésions cancéreuses. On va revoir ça ensuite. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les HPV à bas risque, en général, l'infection est éliminée assez rapidement, en quelques mois, alors que pour les HPV à haut risque, c'est beaucoup plus long. Et puis, il peut y avoir un phénomène de latence avec une réplication possible en cas d'immunodépression, par exemple. Et vous savez très bien que les personnes immunodéprimées sont plus à risque de développer des lésions cancéreuses après une infection HPV. Alors, je fais un petit focus là sur le pouvoir oncogène des papillomavirus, parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les protéines E6 et E7, en fait, sont des protéines qui rentrent dans l'oncogénèse, parce qu'en fait, elles vont interagir avec des protéines qui sont des protéines qu'on dit suppresseurs de tumeurs. Donc, soit la protéine P53, que vous connaissez peut-être, ou la protéine P105, et qui, en fait, en inhibant ces protéines, vont entraîner un maintien des cellules en division, et donc une poursuite de la division des cycles cellulaires, de la division des cellules, alors que habituellement ce n'est pas le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'infection persiste, il y a une intégration du génome de HPV dans le génome de la cellule, ce qui renforce l'expression de ces protéines pro-cancéreuses. Et donc, c'est ce qui sous-tend et explique l'évolution des infections HPV vers les lésions cancéreuses, le continuum qu'on connaît tous.
Ce qui se passe là, c'était pour vous mettre un peu en lumière et en tout cas sur un schéma les différents cycles de réplication au sein de la cellule, ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on remet de façon ça sur une anatomie, on va dire fonctionnelle, en tout cas une histologie fonctionnelle, les papillomavirus vont en fait infecter les cellules basales des épithéliums et surtout surtout sur les zones fragiles et la zone, en particulier la zone de jonction à la cervicale est une zone fragile qui va être plus particulièrement infectée. Et donc on va avoir une infection progressive de la profondeur vers la superficie et la libération de virus infectants. Et plus l'infection persiste et plus les protéines sont exprimées de façon progressive le long de la desquamation, le long de l'épithélium, et ça va entraîner une libération de virions par la desquamation cellulaire. Et donc en fait, le cycle viral suit la différenciation cellulaire de l'épithélium, c'est-à-dire qu'il y a un continuum comme ça, c'est bien fait. Voilà. Alors ça, c'était ce qui se passait en temps réel, mais en fait, il faut voir ça, l'infection HPV, comme une infection à temps long. C'est pas la grippe, hein, c'est pas la gastroentérite. On parle pas de jours, d'heures, de jours, de semaines. On parle de mois, voire d'années. Et en fait, on a un continuum progressif entre l'infection à Perus HPV, l'infection latente, l'apparition des lésions cervicales, jusqu'à 5 ans, et puis le cancer invasif qui prend entre 8 et 10 ans, on va dire. Et ça survient au cours de la vie. Alors, les cancers liés à HPV, on connaît beaucoup le cancer du col de l'utérus, tout le monde en parle, mais ce n'est pas le seul. Et les HPV à ovaires 16 et 18 sont responsables certes du cancer du col de l'utérus, mais également certains cancers, d'autres cancers anogénitaux, notamment le cancer du canal anal dans les deux sexes, et les cancers de la cavité orale, on en verra tout à l'heure. Donc on ne se limite pas au cancer du col de l'utérus, et c'est tout l'intérêt, on va voir, de la vaccination tout à l'heure. Alors, l'infection HPV, en fait, il faut bien voir que ces infections à HPV sont très fréquentes. Elles se transmettent lors des contacts sexuels. Et en France, on sait que 8 femmes sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Alors, si on dit 8 femmes sur 10, c'est très bien, ça veut dire qu'il y a aussi 8 hommes sur 10. C'est assez... Pour le coup, là, on est dans la parité. Donc, dans 60% des cas, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle, et c'est ce que je vous montre dans ces graphiques qui correspondent à la prévalence de l'infection à HPV en fonction de l'âge chez les personnes qui avaient un frottis, chez les femmes qui avaient un frottis cervico-vaginal normal, et on voit que l'infection, elle est précoce au cours de la vie, mais que dans le monde, on n'est pas tous égaux, et que la prévalence de l'infection, elle est différente en fonction de certains pays. C'est ce qu'on voit sur cette diapositive ici, avec la prévalence en gros d'environ 10%, 10-11% dans le monde. Alors nous en France, on est plutôt ici, Western Europe, aux alentours de 9%, mais que dans les Caraïbes, en Afrique de l'Est et en Europe de l'Est, on a des prévalences qui sont bien supérieures, et donc le poids de l'infection HPV n'est pas le même dans tous les pays du monde, et il faut qu'on en ait conscience. Alors, le cancer, enfin, les infections HPV et cancer HPV sont liés, on l'a dit. Le cancer de l'utérus, c'est un vrai problème. C'est le 7e cancer le plus fréquent dans le monde. C'est le 4e cancer chez la femme. Et en 2020, il y a eu 604 000 cancers du col de l'utérus dans le monde. 604 000 cancers. En France, on a des chiffres un peu plus précis. Pour ce qui est des cancers. Donc on sait, soit chez l'homme, soit chez la femme, on va avoir les cancers, évidemment, cancer du col de l'utérus, c'est environ 3000 par an en France. Les cancers de la vulve et du vagin, c'est très peu. On a des cancers des voies aériennes supérieurs chez la femme, 380, plus de 1300 chez l'homme. Enfin, ça paraît... ça serait assez réducteur de se limiter désormais à HPV et cancer du col de l'utérus. L'impact est beaucoup plus important que ça. Alors maintenant que quand même le thème de ces mardis de vaccination, c'est la vaccination quand même, donc il faut qu'on en vienne. Et comme c'est la semaine des prix Nobel, il me paraissait important quand même qu'on remercie quelqu'un, et c'est Harald zur Rosen. Alors vous le connaissez pas, et moi non plus jusqu'il y a quelques semaines. Il se trouve que c'est le prix Nobel de médecine de 2008.
Alors nous en France, les prix Nobel de 2008, on les connaît beaucoup mieux puisque c'était Françoise Barré-Sinoussi pour la découverte du VIH. Mais il y a un deuxième prix, enfin le prix Nobel, c'était une co-attribution et donc il a été attribué aussi à ce chercheur qui a travaillé sur HPV, qui a permis de faire le lien entre papillomavirus et cancer du col de l'utérus, dont les premiers travaux ont débuté dans les années 70. Et donc il a reçu le prix Nobel en 2008. C'était l'occasion de le saluer aujourd'hui. Alors. On va aborder maintenant la vaccination HPV. D'abord, il faut savoir que maintenant, on a 152 pays dans le monde qui ont un programme de vaccination contre HPV. Donc ça, c'est bien. Avec, il faut le souligner, et vous le savez déjà, des preuves d'efficacité en vie réelle sur la prévalence de l'infection, les lésions précancéreuses et le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est sûr. La couverture vaccinale chez nous, en France, est en amélioration puisqu'elle était en 2018 qu'autour de 25%. Or, depuis 2018, les choses se sont quand même améliorées et on a une couverture vaccinale en première dose chez les jeunes filles de 15 ans en 2021 à 40%, avec des disparités entre les régions, puisqu'on avait entre 38 et 57% dans les régions de métropole. Alors, il y a seulement 25% de couverture vaccinale aux Antilles et on a dit qu'au Caraïbes, la prévalence de l'infection à HPV était importante. Donc, ça reste problématique et c'est un vrai point d'attention. Et puis, évidemment, pour les enfants nés en 2006, on n'a pas les données à deuxième dose puisqu'ils auront 16 ans en 2021. Donc, il y a une amélioration quand même, et il faut le souligner. Mais ce n'est pas 100%. Hein. Donc, les vaccins HPV, vous les connaissez. Il y a eu Gardasil, Cervarix, maintenant Gardasil 9. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on démarre une vaccination HPV avec un vaccin non avalent qui comporte des antigènes vaccinaux, des HPV 6, 11, 16 et 18. Ça, c'est ceux qui étaient déjà connus, et auxquels on rajoute d'autres HPV à haut risque. Alors, je vous ai proposé quelques données récentes sur l'immunogénicité et l'efficacité, essentiellement grâce à des méta-analyses, puisque ça nous paraissait, c'est une façon plus synthétique de vous présenter les données qui sont disponibles. Ici, on a cette donnée, cette revue de la littérature qui s'attachait à l'immunogénicité de ces vaccins bi, quadri et non avalents. Et donc, c'était une méta-analyse d'essais cliniques avec des durées d'études qui varient entre 7 et 14 ans, 7 mois pendant 14 ans, et ça incluait hommes et femmes. Et donc on voit que les taux d'anticorps, l'immunogénicité, c'est-à-dire le taux d'anticorps, les taux d'anticorps sont extrêmement stables au cours du temps, y compris à 10 ans. Et donc ça, c'est quand même de bon augure pour l'avenir, c'est que l'immunité HPV semble durer dans le temps après la vaccination. Ça, c'était chez tous les patients. On a aussi des données d'efficacité grâce à cette étude chez l'homme en particulier, avec cette étude publiée dans l'Ancet l'année dernière, où ils ont suivi les patients qu'ils avaient vaccinés dans l'étude Princeps, ils avaient vacciné des patients. Et donc, ils ont le groupe contrôle qui avait servi à l'étude a été vacciné à l'issue de la période initiale. Et donc, ils ont constitué deux groupes. Un groupe de patients d'hommes vaccinés dans la phase initiale et suivis environ 10 ans, et des patients qu'on dit contrôle qui ont été rattrapés, qui ont été suivis 4,7 ans en moyenne. Et on voit quand même là aussi une importante stabilité du taux d'anticorps autour du temps, à plus de 10 ans, enfin environ à 10 ans en gros pour les premiers, avec une importante stabilité. Donc ces données viennent s'ajouter à la méta-analyse que je vous ai présentée dans la diapo précédente. Alors, cette étude a donné aussi des données importantes d'efficacité là. Alors, le tableau est un peu difficile à lire parce qu'en fait, il y a deux groupes, le groupe qui est dit contrôle et le groupe de rattrapage et le groupe initial. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que dans cette étude, on a une réduction des verrues génitales, des lésions intrapyrénéales du canal anal et tout ça à 10 ans, et qu'on n'a pas d'effet indésirable retrouvé à long terme de la vaccination. Données très rassurantes en termes d'efficacité chez l'homme et de sécurité. Et on sait que la vaccination chez l'homme a débuté en France il y a 2 ans. Donc, une population particulière
puisque l'enjeu chez ces patients immunodéprimés, on sait que ces patients sont plus à risque d'évoluer que les autres vers les lésions cancéreuses. Et j'ai choisi cette étude sur l'immunogénicité chez les patients infectés par le VIH. Ce n'est pas la majorité, sans doute, de vos patientèles, mais ça démontre quand même l'intérêt chez ces patients immunodéprimés. Donc c'est pareil, c'est une méta-analyse. On retrouve des taux de séroconversion après la vaccination qui sont excellents pour les HPV à haut risque 16 et 18, quels que soient les vaccins. Voilà. Par contre, ils se reconvertissent très bien, mais la durée d'immunité estimée à partir de ces études serait de 2 à 4 ans. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'il faut être très attentif à ça. On verra, ça doit être suivi par la suite. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que ces données de sécurité recueillies dans ces études sont excellentes. Il n'y a pas de plus d'effets indésirables chez ces patients immunodéprimés. Alors, je voulais vous présenter quelques données sur l'efficacité. On a parlé d'efficacité à partir d'une étude, d'immunogénicité, mais il y a aussi, ce qui compte malgré tout, c'est aussi pas que les infections ou les taux d'anticorps, mais c'est aussi les lésions précancéreuses et les cancers. Dans cette méta-analyse, ce qui était intéressant quand même, alors je vous mets la diapo précédente, pardon, c'est qu'on a une réduction du nombre de lésions précancéreuses, quelles qu'elles soient. On parle chez les hommes, hein, de lésions précancéreuses du canal anal, des infections de lésions précancéreuses et des cancers du canal anal chez les hommes. Quel que soit leur statut vis-à-vis de HPV à l'inclusion. C'est-à-dire que dans ces études, on a vacciné des gens, mais qui avaient aussi été potentiellement infectés par HPV avant d'avoir été vaccinés. Et donc on a des groupes qui sont négatifs en sérologie à l'inclusion, mais avec PCR positif, donc des infections récentes, ou négatifs en sérologie, négatifs en PCR, donc totalement naïfs d'HPV au moment où on démarre la vaccination. Ce qui est intéressant là de noter, c'est que pour les patients qui n'étaient pas naïfs d'HPV avant l'inclusion dans ces études de vaccination, on retrouve malgré tout un taux d'efficacité intéressant. Ce qui veut dire que, certes, on a une meilleure efficacité chez les patients HPV négatifs à l'inclusion, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement vacciner avant le début de la vie sexuelle, mais l'intérêt persiste, même si la vie sexuelle a débuté. L'important, ce qu'on dit, c'est vacciner le plus tôt possible, mais c'est vacciner parce que ça marche même après le début de la vie sexuelle, même quand les gens ont déjà été exposés à HPV. Alors là, c'était chez les hommes. On va s'attacher maintenant à une méta-analyse chez les femmes. Le tableau est très lourd, parce que c'est une grosse méta-analyse. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme les passages piétons. Quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Donc, vous voyez que pour les jeunes femmes qui sont âgées de 15 à 26 ans, on a, et ça c'est intéressant de le noter, quel que soit pour les femmes qui ont reçu au moins un vaccin contre les HPV à haut risque. HR, c'est pour high risk. Ou qu'elles aient reçu 3 doses de vaccins bivalents HPV haut risque, donc du Cervarix, ou quel que soit le type de vaccin, au moins une dose, eh bien, on a une réduction des lésions de haut grade, des lésions intraépithéliales de haut grade, donc c'est une traduction clinique de l'efficacité de la vaccination. Pardon, je reviens à la précédente. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant avec des réductions, avec des efficacités et des réductions de risque qui sont majeures. Si on regarde les femmes plus âgées, alors évidemment, elles n'étaient pas forcément... Les études sont moins... il y en a moins dans les études parce qu'on a vacciné les jeunes, donc le temps de les suivre, ça prend un peu plus de temps. Mais que pour les premières études où on avait de la vaccination bivalent 3 doses, on a une réduction chez les femmes de 24 à 45 ans des lésions intraépithéliales de haut grade. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est de bon augure pour la suite, encore une fois. Dit autrement, sur cette haute méta-analyse, puisque une traduction clinique, parce que là je vous ai montré des chiffres de réduction, vous m'avez cru sur parole, mais là, c'est une traduction en chiffres, en pourcentage de la réduction du nombre d'épisodes d'infection et latentes de lésions intraépithéliales de bas grade et puis de haut grade. Donc là, on voit que la prévalence de l'infection
chez les patients qui sont vaccinés, eh ben, on a une diminution assez importante du nombre d'infections, assez importante des cancers, des adénocarcinomes, et ça, c'est quand même très intéressant. Encore une fois, ce qu'on disait, c'est que HPV, c'est pas que le cancer, c'est le cancer de l'utérus, c'est sûr, mais ce n'est pas que le cancer de l'utérus. Et vacciner les patients, et j'ai mis volontairement patients, je dis pas patientes, je dis patients, c'est-à-dire les hommes et les femmes, a un intérêt probablement aussi sur les cancers ORL. Alors, on est un peu trop tôt pour pouvoir le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il existe une association entre les infections à papillomavirus oraux et les cancers oropharyngés. Ici, vous avez, sur cette méta-analyse-là encore, pardon, encore une fois, ici, vous avez cette méta-analyse, 14 études de différents continents, parce qu'on dit la prévalence de HPV dans le monde, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est intéressant d'avoir des études qui viennent de multiples pays. Et donc ici, on avait plus de 1100 cas de cancer, et en gros le double de contrôle. Et donc on a une association entre cancer ORL et oropharyngé et HPV au risque, en particulier HPV 16, avec un odds ratio qui est quand même assez important, et un intervalle de confiance qui est significatif. Pardon. Alors, je vous ai souligné ici pourquoi il y a une petite. Ça, c'est l'étude française qui est publiée en 2017. Bon, c'est pas de chance, en France, c'était pas significatif. Mais globalement, dans le monde, ça l'est. Et donc, c'est pareil, probablement, il y a un manque de puissance. On n'avait pas le plus grand nombre de cas. Alors, on a parlé de la vaccination HPV préventive. Ce qui est intéressant ici, et là j'emprunte la diapositive au docteur Christophe Hommel du CHU de Strasbourg, c'est qu'il existe un bénéfice de la vaccination en prévention des récidives des lésions intrapédiales de haut grade après conisation. Donc cette étude-là, elle est vraiment très intéressante. On en parle, même si en France, la vaccination HPV n'est pas recommandée en prévention des lésions récurrentes, parce qu'il y a quand même, c'est un peu l'avenir. Donc, dans cette étude, les femmes étaient randomisées après la conisation, soit dans un groupe vacciné AJ30, avec un schéma classique à 3 doses pour la France, et soit être dans le bras contrôle sans vaccination. Et ce qu'on voit très nettement dans cette étude, c'est que le nombre de récidives après vaccination est bien inférieur, c'est la page ici, que dans le bras post-récidive après conisation sans vaccination. Et donc on a une réduction de 80% des récidives après la vaccination en post-conisation. Donc on est sur une vaccination presque thérapeutique de renforcement de l'immunité anti-HPV après avoir fait une infection sévère. Donc, j'ai quelques données de sécurité. La diapo n'est pas lisible, mais ce n'est pas l'important. C'est pour que vous ayez ces données si vous voulez y revenir après. Ce qu'il faut savoir quand vous discuterez avec vos patients, c'est qu'on a des données extrêmement rassurantes sur la sécurité des données HPV. Les études sont très nombreuses. En particulier, je vous dis, en 2015, le comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments a terminé l'évaluation d'un risque qui était décrit, qui était allégué, de syndrome original douloureux complexe et syndrome de tachycardie posturale orthostatique chez des patients vaccinés par HPV. Et il n'y a pas d'établi de relation de cause à effet entre la vaccination HPV et la survenue de ces deux syndromes. Et puis en France, il y avait des allégations sur l'augmentation du nombre de maladies auto-immunes après vaccination HPV. C'est pareil, la NSM et la Caisse nationale d'assurance maladie ont mené une étude pharmaco-épidémiologique très, très importante, parce qu'on est sur plusieurs millions de doses, et pour lesquelles ils ont regardé chez les patients vaccinés s'il y avait une association avec 14 maladies auto-immunes. Donc, les résultats de ces études pharmaco-épidémiologiques montrent qu'il n'y a pas, après vaccination HPV, de survenue de 14 pathologies d'intérêt, de 12 maladies auto-immunes. Il y avait cette étude pharmaco-épidémiologique mettait à part 2 maladies auto-immunes, les MICI, parce qu'en fait il y avait peu de cas et donc c'était difficile d'être statistiquement significatif. Et les auteurs ont réalisé une revue de la littérature et puis les bases physiopathologiques, et ils ont conclu qu'il n'y avait pas de surrisque de MICI associé à la vaccination HPV. La deuxième chose, c'est le syndrome de Guillain-Barré. Et le syndrome de Guillain-Barré, c'est un risque connu de la vaccination HPV. Et donc, il est estimé à 1-2 cas pour 100 000 personnes vaccinées. Donc, c'est quand même très peu.
En France, on parle de 3000 cancers du col de l'utérus par an, avec une mortalité d'environ 30%. Hein. Donc, le calendrier vaccinal HPV a lui aussi évolué. Donc, ici, je vous mets le calendrier vaccinal actuel, où nous, en France, il est proposé pour chez les filles et les garçons. Encore une fois, l'HPV, ce n'est pas un problème de sexe, entre guillemets. C'est un problème d'humain. Donc, entre 11 et 14 ans révolus, c'est 2 doses espacées de 6 à 13 mois. Et au-delà de 15 ans, on rattrape jusqu'à 19 ans avec 3 doses, 0,2 et 6. Petite aparté pour les hommes qui ont un rapport sexuel avec les hommes, où on a l'extension jusqu'à 26 ans révolus. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, l'orientation sexuelle des patients avant l'âge de 19 ans n'est pas forcément très claire, donc n'est pas forcément très facilement abordée avec son praticien, donc c'est quand même difficile de voir ça. Alors normalement, maintenant, ça devrait plus poser de problème, puisque tout le monde doit être vacciné. Ça sert de rattrapage pour les générations précédentes. D'accord ? Donc il ne faut pas hésiter à le faire, puisqu'on a dit qu'on a vu que ça marchait même après le début de la vie sexuelle. Et on sait que la prévalence d'HPV chez les HSH est un peu plus élevée que la population générale. Voilà. Donc je mets à part le Cervarix, puisque il n'y a plus de raison d'initier de schéma vaccinal avec cette spécialité. Alors, ce qui était intéressant là, c'est des schémas. Vous allez voir que la littérature est en train d'évoluer sur les schémas avec un nombre de doses inférieur. Ici, c'était un essai randomisé contrôlé du Costa Rica où ils ont comparé 3 schémas. Un schéma à 3 doses, où il y avait 1300 patients, 2 doses, 62 patients, et une seule dose avec 112 patients pour le vaccin bivalent Cervarix. Ils ont regardé l'immunogénicité, on en est à l'immunogénicité, pas la lésion clinique, avec un suivi très long pour ce type d'études, 9 à 10 ans. Et on voit que certes, le taux d'anticorps sont inférieurs sur les schémas à une dose que le schéma à 3 doses, mais il y a quand même une réponse anticorps et qui est satisfaisante. Donc en fait, l'immunogénicité à 9 et 11 ans persiste même avec une seule dose. Donc il y a présence d'anticorps neutralisants même à une dose, et ça c'est important. Cette étude, entre autres, mais la littérature est plus riche, c'est à motiver l'OMS via son SAGE, c'est-à-dire le comité stratégique sur la vaccination, en avril 2022, a recommandé l'actualisation des schémas vaccinaux pour HPV, on parle chez les femmes, hein, chez les femmes avec 1 ou 2 doses pour la primo-vaccination chez les filles de 9 à 14 ans, 1 ou 2 doses chez les femmes entre 15 et 20 ans, et 2 doses chez les femmes plus vieilles que 21 ans. Plus âgées, pardon, pas plus vieilles, plus âgées que 21 ans. Ces schémas vaccinaux, attention, ne sont pas recommandés chez les patients immunodéprimés, hein, y compris chez les patients VIH, qui devraient recevoir, eux, 3 doses. Ce qui est intéressant, alors évidemment, l'OMS, l'objectif c'est la vaccination. On sait que la vaccination à une dose est efficace, donc l'objectif c'est l'implémentation, c'est l'actualisation des schémas vaccinaux des pays les moins bien vaccinés, où le poids des cancers HPV est le plus élevé. On a vu que le poids d'HPV c'est pas le même dans le monde, et il y a les Caraïbes, l'Afrique subsaharienne, pour lequel le poids d'HPV est très important, et donc il est très important, vu qu'on sait qu'il y a une seule dose est efficace, d'aller très vite vacciner dans ces pays pour faire baisser le poids des maladies associées à HPV. Alors je voudrais conclure avec quelques messages et puis je répondrai ensuite à vos questions avec plaisir. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'infection HPV, ça concerne tout le monde. Et c'est que ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de femme. Donc il y a des cancers HPV induits chez les hommes aussi, et on en trouve beaucoup. Il y a un continuum très net entre l'infection latente, les lésions précancéreuses et les cancers du col de l'utérus, mais pas seulement les cancers du col de l'utérus. Il y a d'autres cancers. Il faut penser au cancer du canal anal, il faut penser aux cancers ORL qui seront en progression. À l'heure actuelle, aux États-Unis, les cancers ORL sont plus prévalents, plus incidents que les cancers du col de l'utérus. Donc, aux États-Unis, le vaccin Gardasil a eu l'AMM pour la prévention des vaccinations associées prévention des cancers ORL associés à HPV, parce que ça devient chez eux un problématique dans ce public plus important que la vaccination, que le cancer du col de l'utérus. Donc en vaccinant contre HPV, on ne fait pas que protéger contre le cancer du col de l'utérus, c'est important de le rappeler.
On sait que plus la vaccination est précoce, meilleure la protection. On sait qu'elle est longue durée. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'efficacité, elle persiste même après le début de la vie sexuelle et même à une seule dose. Et que les vaccins sont sûrs. Et donc, il ne faut pas hésiter à proposer ces vaccins à vos patients. Et je terminerai en disant que l'élimination du cancer du col de l'utérus n'est pas une utopie. Je vous ai présenté, pas présenté, mais certains papiers ont été publiés qui modélisent l'élimination de cancer du col de l'utérus en Australie, par exemple, à l'échelle de 10 ou 20 ans, en tout cas comme problème de santé publique prévalent. Donc ça mérite vraiment notre attention. C'est une vaccination qui n'est pas complexe et qui est très bien tolérée. Je vous remercie. Merci Nicolas pour ton intervention qui était riche et complète. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne de YouTube Les Mardis de la Vaccination. Je vous invite à poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Donc Nicolas, vaccination HPV efficace sur les infections, sur les lésions précancéreuses, des données de sécurité qui sont rassurantes. Tout à fait. Donc, alors il y a beaucoup de questions qui reviennent, mais tu as terminé dessus, notamment sur est-ce qu'on peut vacciner des filles ou des garçons qui ont déjà eu des rapports sexuels ? Oui, alors c'est vrai que là, aborder, ça peut demander un peu de travail, un peu de temps pour aborder avec des jeunes patients la vie sexuelle. Alors évidemment, si on a mis le calendrier vaccinal, c'est de 9 à 15 ans, donc il faut démarrer assez tôt, ça marche très bien, mais il ne faut pas se limiter. C'est-à-dire que si vous devez prendre en charge des adolescents, des jeunes adultes qui ont déjà débuté leur vie sexuelle et qui ne sont pas vaccinés contre HPV, il ne faut pas se dire, oh, bah, comme la vie sexuelle a déjà été débutée, ils ont déjà été exposés à HPV, ça sert plus à rien. Si ça sert, ça les protégera pas autant que si ça avait été le cas avant l'exposition à HPV, mais ça les protégera quand même. Et même si vous dites, oh, bah, je le reverrai pas, il part étudier dans une autre ville, par exemple pour la Sarthe, ils vont à Angers, à Tours, à Paris, etc. Et bah, je le reverrai pas, je sais pas si je pourrais faire cette deuxième dose. C'est pas grave, une seule dose, c'est déjà bien. Merci. Alors, tu as diffusé sur tes diapos, on a pu voir la couverture vaccinale chez les filles. Oui. Est-ce que depuis l'introduction du vaccin Gardasil aux garçons en 2021, on a des études sur la couverture vaccinale ? J'ai pas de données sur la couverture vaccinale chez les garçons pour le moment. Je pense qu'on est un petit peu tôt. Je regarde Sophie qui a une meilleure connaissance de la vaccination, mais Je crois qu'il n'y en a pas, non ? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait non plus. Non, on est vraiment au début, donc c'est trop difficile de donner déjà des chiffres, mais c'est encourageant en tout cas, parce qu'on va le voir avec l'étude tout à l'heure, les garçons se mobilisent aussi pour se faire vacciner. D'accord. Alors, il y avait plus de cancer de l'oropharynx chez les hommes que chez les femmes sur les diapos que tu as présentés. Oui, parce qu'en fait... HPV induit. HPV induit. Alors, parce qu'en fait, les cancers de ORL et d'oropharynx répondent à plusieurs facteurs de risque qui sont cumulatifs. Et donc, on sait que les principaux facteurs de risque des cancers ORL et oropharyngés sont le tabac, l'alcool. Alors, je ne vais pas retrouver la noix de Murakana, mais je ne vais pas retrouver qui n'est pas très consommée en France. Et puis, les lésions HPV. Et malheureusement, je pense que... Alors ça, je me tournerai après vers le docteur Boudet, mais comme dans tous les facteurs de risque de cancer, il y a beaucoup de choses qui sont probablement cumulatifs. Et en France, jusqu'à présent, la consommation d'alcool et de tabac était plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et c'est des cofacteurs qui, liés à HPV, expliquent probablement la plus forte prévalence dans cette population. D'accord. On a déjà peut-être un petit peu parlé, mais l'idée aussi, c'est de convaincre les parents. Oui. Donc, notamment pour les jeunes, on va dire à partir de 11 ans, la vaccination peut se faire. J'entends derrière la question, ils ne sont pas encore en activité sexuelle à cet âge-là. Comment convaincre les parents de les faire vacciner ? Alors, il faut d'abord être convaincu, et après, mais il n'y a pas de raison. Vraiment, j'espère avoir réussi à vous transmettre ça. La vie sexuelle, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que HPV, ça concerne tout le monde. Personne n'échappera à HPV. Ça paraît un peu difficile à dire comme ça, mais la preuve, c'est qu'ils ont tous eu des verrues, les enfants. Donc, la prévalence des verrues, c'est HPV. Donc, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. On voit qu'il y a 80% des femmes qui seront atteintes, c'est-à-dire 80% des hommes. Quelle que soit leur sexualité, quel que soit leur mode de sexualité, ils seront exposés. Et donc, il ne faut pas hésiter, puisqu'en fait, ce problème-là se posera quelle que soit la vie sexuelle. Un des arguments aussi pour vacciner aussitôt, c'est l'immunogénicité est meilleure chez les jeunes. Oui. Et on a vu avec les données de Nicolas que la protection était meilleure avant
les premières infections par HPV. Donc on a calé 11 ans parce que c'est le rappel des 11-13 ans et c'est une occasion où on voit les enfants, parce que c'est vrai que je pense que la plupart des médecins ne voient pas les enfants qui sont en bonne santé, et donc c'est l'occasion de caler aussi le rappel, enfin la première vaccination HPV à ce moment-là. On sait qu'on va parler d'autres vaccins et donc c'est le moment pour aborder cette vaccination, sachant qu'il faut probablement en parler dès le rappel des 6 ans, en disant qu'à 11 ans, il y aura le rappel des TP coqueluche et la vaccination pour l'HPV. Très bien. Je suis assez d'accord. Enfin, franchement, je pense que ça peut se passer vraiment très bien. Et même, comme disait Sophie, plus on l'aborde tôt et finalement, plus on l'éloigne du lien avec la sexualité, et plus on anticipe. Et donc ça, c'est peut-être plus facile, effectivement. Si je peux ajouter un témoignage, au centre de prévention de vaccination et dépistage, donc, notamment au CVP, on voit beaucoup de personnes précaires, beaucoup de migrants, à qui on fait du rattrapage vaccinal. Et beaucoup de ces enfants ou de ces jeunes n'ont pas de médecin traitant pour le moment, mais on fait le pari et on espère que lorsqu'ils auront 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils pourront se faire vacciner. Ils auront un médecin traitant et qu'ils pourront se faire vacciner contre le papillomavirus. Et donc, dans les courriers que l'on fait et dans le carnet de santé, carnet de vaccination qu'on leur remet, on précise bien vaccination HPV à faire à partir de 11 ans. Parce que c'est un pari que l'on fait qu'à 11 ans, on pourra leur proposer la vaccination, la panoplie complète de la vaccination. Et ma deuxième remarque, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais dans la carte que tu as montrée sur les 152 pays qui ont des programmes avancés de vaccination, on a tout un tas de pays, j'ai remarqué notamment l'Afrique centrale, pas par hasard, mais j'ai remarqué l'Afrique centrale où il n'y a rien. Or, beaucoup de nos migrants viennent de ces pays, ce qui signifie qu'on doit aussi avoir une attention particulière pour les personnes migrantes, d'autant plus que ce que tu as dit, c'est que la prévalence des infections HPV, elle est énorme par rapport à ce que l'on connaît dans le monde et ce que nous, on connaît en France. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais moi, ça m'a frappé de me dire peut-être qu'il faudrait une attention particulière pour ces populations-là, pas plus que les autres, mais en tout cas, se dire que ces populations-là, elles sont migrantes et elles viennent de pays où la prévalence est beaucoup plus importante que dans nos pays. Alors, beaucoup de questions sur le chat. Merci à nos internautes. Est-ce que tu peux rappeler, Nicolas, jusqu'à quel âge on peut vacciner contre le papillomavirus ? Alors, c'est 19 ans sur les recommandations vaccinales. Si on voulait être vraiment très franc, je pense que moi, je ne verrais pas d'inconvénient à vacciner hors AMM au-delà. Mais on est hors MM. Mais moi, ça ne me paraît pas... Je ne sais pas si c'est hors AMM ou hors remboursement. En tout hors cas. remboursement. Hors remboursement. Hors remboursement. Mais en tout cas, si les parents sont favorables, enfin, c'est même pas les parents à cet âge-là, mais si les patients sont favorables, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à proposer la vaccination plus tard si les patients sont demandeurs, parce que ça garde une efficacité. Très bien. Alors, tu as évoqué dans une de tes études la vaccination après la conisation. Oui. Donc, ça a retenu l'attention d'un internaute qui demande combien coûte une dose après conisation. Une dose de vaccin, je suppose, après conisation. Et faut-il la proposer aux patients ? J'ai compris que ce n'était pas encore d'actualité en France. Il n'y a pas de recommandation en ce sens. Donc, en France, il n'y a pas de recommandation dans ce sens. Non. Pour le moment. Alors, sur les données de sécurité, le lien entre le vaccin contre le papillomavirus et le syndrome de Guillain-Barré, il me semble que cela n'a pas été déterminé que dans une étude et démenti par d'autres. Donc, il y aurait des données discordantes dans les études sur... Oui, il y a des données discordantes. Après, l'OMS avait fait une revue. Elle estimait qu'il y avait peut-être un surrisque, notamment avec l'étude française qui était parue, mais qui ne serait pas supérieure à 1 à 2 cas pour 100 millions de doses, 100 000 doses injectées, du coup. Et voilà, mais les études sont contradictoires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare, du coup. Donc voilà, les études sont... Il y a l'étude française qui avait montré, mais il y a des données, je crois que c'était anglaise et après, je ne sais plus quel autre pays, mais qui montraient sur des grosses cohortes aussi qu'il n'y avait pas de surrisque. Donc les données sont contradictoires. C'est resté quand même dans les effets possibles de la vaccination. Mais voilà, on n'en est pas sûr. D'accord. Merci Sophie. Tu gardes la parole. Il y a une question sur les actualités vaccinales qui concerne l'administration du vaccin tétravalent, du coup, contre le méningocoque. Alors,
le vaccin tétravalent ACYW qui serait en projet comme rappel de vaccination. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, y a des pays qui proposent le tétravalent alors, à la place du méningocé chez les nourrissons, ou en rappel après, un peu plus tard, chez les enfants jeunes, je ne sais pas si on peut dire adolescents, mais plutôt au début de l'adolescence, du coup. Alors, je sais que les recommandations françaises sont en train d'être revues et qu'il y aura peut-être une modification des schémas de vaccination avec l'introduction du vaccin tétravalent, notamment avec ce que je vous disais, l'émergence de certains sérogroupes, dont le sérogroupe W. Mais pour l'instant, c'est encore en évaluation. Très bien, merci Sophie. Il y a un internaute qui nous écrit de Bangui, qui dit qu'on accouche dès 10 ans à la maternité européenne. C'est une remarque. Je pense que c'était pour l'âge du de début la de la vaccination HPV, je oui, pense, ouais. effectivement. C'était pour dire probablement Ça que... reste des statistiques. Il n'y a pas des... Très bien. On va peut-être continuer nos interventions avec le docteur Boudet. Mathilde, déjà peut-être nous dire un petit mot sur le CRCDC, ce que c'est, ce qu'on y fait. Alors bonsoir, donc je suis Mathilde Boudet, je suis médecin au CRCDC, donc c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. C'est une association, le CRCDC, qui œuvre pour la promotion des dépistages des cancers, le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus, qui sont les 3 dépistages organisés. Et donc le CRCDC envoie des courriers d'invitation à la population qui est concernée par ces 3 dépistages, et nous assurons également le suivi de ces dépistages. Nous participons aussi à des projets de thèse et de recherche, comme ce projet PrEV-HPV, et nous sommes impliqués dans la vaccination anti-HPV. Très bien, merci Mathilde. La transition est toute faite, donc tu vas nous parler de l'étude PrEV-HPV. C'est ça. Merci. Donc le projet PrEV-HPV, c'est un projet de recherche interventionnelle sur la vaccination anti-HPV. Donc c'est une des premières études de recherche interventionnelle sur la vaccination anti-HPV en France. C'est un projet qui est divisé en 3 phases. La phase diagnostique, la phase de co-construction et la phase expérimentale qui est toujours en cours. Donc je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Et ensuite, nous verrons les premiers résultats de la phase expérimentale avec quelques chiffres sur l'ensemble du projet, et nous ferons un focus sur les Pays de la Loire. Le projet PrEV-HPV, il a commencé en septembre 2019 et il terminera en février 2024, donc il est toujours en cours. C'est un projet qui répond à un appel à manifestation d'intérêt de 2018 qui est coordonné par l'ITMO Santé publique et l'IRESP, dans le cadre du plan cancer 2014-2019. Pour ce projet, il y a 8 équipes qui ont été sélectionnées pour mener ce projet donc, de recherche interventionnelle en santé des populations. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que dans ces 8 équipes de professionnels, il y avait des médecins généralistes, des épidémiologistes, des statisticiens, des médecins infectiologues. Donc c'est vraiment différentes branches et c'est très intéressant pour ça. L'objectif de ce projet, c'était d'évaluer l'efficacité de 3 composantes interventionnelles sur le taux de couverture vaccinale des adolescents, filles et garçons de 11 à 14 ans. Et donc en fait, chaque composante était délivrée seule ou associée à l'une ou aux 2 autres. Et comme je vous le disais, ce projet a 3 phases, la phase diagnostique, la phase de co-construction et la phase expérimentale. Alors, pour commencer, la phase diagnostique. Tout d'abord, nous avons fait en fait un état des lieux des leviers et des barrières à la vaccination anti-HPV chez les adolescents. Il fallait un petit peu voir sur le terrain qu'est-ce qui pouvait être un frein à la vaccination anti-HPV chez les adolescents, mais aussi chez leurs parents, chez les professionnels des collèges et chez les médecins généralistes. Donc on a commencé l'état des lieux en janvier 2020. Il y a eu l'interruption que vous connaissez tous à cause de la pandémie Covid-19 qui n'a pas facilité l'étude du tout. Et puis ça a repris en janvier 2021 jusqu'en avril 2021. À l'issue de cette phase diagnostique, les principaux résultats qui ressortaient, alors déjà chez les parents, les adolescents et les professionnels de l'éducation nationale,
Concernant les motifs de non-vaccination, c'était déjà un manque de connaissances au sujet des papillomavirus ou alors des connaissances erronées, des infections qui sont liées au papillomavirus et puis aussi parfois un manque de connaissance de l'existence du vaccin anti-papillomavirus. On a retrouvé aussi une peur des injections avec des inquiétudes sur la sécurité du vaccin et puis ses potentiels effets indésirables. Et puis, chez les adolescents, un certain conformisme social, parce qu'on sait bien que les adolescents, ils reproduisent un petit peu les comportements de leurs pairs, des autres adolescents avec qui ils peuvent discuter. Chez les médecins généralistes, différents éléments facilitateurs ont été identifiés pour la vaccination anti-HPV, notamment l'âge cible qui était abaissé à 11 ans. Donc, comme l'ont dit les précédents intervenants, c'est plus facile d'administrer ce vaccin en même temps qu'un rappel, par exemple pour le DTP. Le fait que ce vaccin soit remboursé par l'assurance maladie et enfin qu'il ait été étendu aux garçons. Deux principaux problèmes ont été soulevés. D'une part, les adolescents ne consultent pas régulièrement le médecin généraliste. Et puis parfois, lors des consultations, les parents ne sont pas toujours présents. Donc, c'est difficile de pouvoir les convaincre. Et enfin, un élément prépondérant pour convaincre les adolescents et leurs parents, c'est établir une relation de confiance entre le médecin généraliste et le patient. Après cette phase diagnostique, donc cet état des lieux, il y avait la phase de co-construction. Alors la phase de co-construction, différents groupes de travail se sont un peu penchés sur la question des 3 composantes de l'intervention. Ils ont réfléchi à ces 3 composantes de l'intervention. Et cette phase a duré de janvier 2020 à septembre 2021. Et donc ils ont décidé 3 composantes. La première, c'est éducation, motivation, mobilisation. Ça consistait en fait à faire une information ou une éducation sur les infections papillomavirus et sur la vaccination. Comment ça s'est déroulé ? Il y a eu des réunions d'information qui ont été faites à destination des parents. Et puis, il y a eu 2 séances éducatives faites pour les élèves des classes de 4e et de 3e. Avec différents outils qui ont été créés, des guides de l'intervenant, un site internet, des vidéos. Et enfin, il y avait une formation en ligne pour les intervenants qui animait les séances auprès des élèves. Concernant la deuxième composante, c'était la facilitation d'accès. Comment rendre ce vaccin anti-papillomavirus facile à accéder. Et pour ça, il a été organisé des journées de vaccination au sein des collèges. C'est-à-dire que ce sont les équipes mobiles de vaccination qui se sont déplacées auprès de la population cible, donc auprès des adolescents. Enfin, la troisième composante, c'était la formation des médecins généralistes. Donc une formation a été délivrée aux médecins généralistes au sujet du papillomavirus pour les remettre un petit peu au goût du jour sur les différentes recommandations ou les nouvelles recommandations. La dernière phase, c'est la phase expérimentale, donc c'est la phase sur le terrain, avec un déploiement des 3 composantes de manière isolée ou associée les unes aux autres, sur au début 90 communes qui ont été tirées au sort. Donc en septembre 2020, il y a eu une première tentative pour recruter des collèges, mais elle a été infructueuse, parce qu'en fait, ça s'est soldé par de nombreux refus. On a interrogé initialement les communes et on avait peu de collèges qui voulaient participer. Ensuite, la période d'interruption Covid-19. Mars 2021, une deuxième tentative avec 90 collèges cette fois qui ont donné leur accord de principe pour participer. On a eu encore des bâtons dans les roues, si je peux y dire, avec l'autorisation de la CNIL qui a été longue à obtenir et qui n'a été obtenue qu'en novembre 2021.
Malheureusement, novembre 2021, l'année scolaire était débutée et donc en fait, certains collèges qui avaient donné leur accord de principe se sont désistés parce que le programme scolaire, il était fait, ils n'avaient pas forcément les intervenants pour animer les séances et donc on a perdu un peu de quelques participants. Donc ces 3 composantes, avec tous les collèges qui ont été recrutés, nous avons fait 6 groupes de 15 collèges. Et donc dans chaque groupe, il y avait 1, 2 ou 3 composantes. Par exemple, pour le premier groupe, il était concerné par les 3 composantes, à savoir la composante éducation, motivation, mobilisation, donc avec les séances éducatives auprès des collégiens, les séances d'information auprès des parents. La composante facilitation d'accès. Donc dans ce groupe 1, les équipes de professionnels se sont déplacées dans les collèges pour faire les journées vaccination. Et puis la dernière composante, la formation la formation des médecins généralistes. Dans le deuxième groupe, il n'y avait que 2 composantes, éducation, motivation, mobilisation et formation des médecins généralistes. Dans le troisième, éducation, motivation, mobilisation et facilitation d'accès. Et puis dans le quatrième, une seule composante. Dans le cinquième aussi. Et puis le groupe 6, c'était le groupe témoin qui nous permettait de comparer. Donc cette phase expérimentale, elle s'est terminée en juin 2022. Alors, je vais évoquer les premiers résultats de la phase expérimentale. Pourquoi les premiers résultats? Parce qu'en fait, on va s'intéresser, on va recueillir les données jusqu'à avril 2023. C'est-à-dire qu'à l'issue, par exemple, des journées d'information qui ont été faites dans les collèges, il y a peut-être des collégiens qui vont aller se faire vacciner dans quelques temps par leur médecin généraliste. Donc, toutes ces données-là, on va les recueillir et jusqu'en avril 2023. Et après le recueil, il y aura une phase d'analyse. Alors déjà, quelques chiffres sur l'ensemble de ce projet PrèveHPV. Comme je vous le disais, les collèges, plusieurs désistements. Pourquoi? La pandémie de Covid-19, le manque de ressources humaines, les infirmières scolaires qui ne peuvent pas forcément se dédoubler, qui n'ont pas de temps dans le planning pour faire les séances d'information aux collégiens. Donc au final, c'est 60 collèges qui sont allés jusqu'au bout de la phase expérimentale. Pour la composante EMM, qui était présente dans les groupes 1, 2, 3 et 4, il y a eu 14 réunions qui ont été organisées à destination des parents, avec 120 participants. Plus de 80 intervenants se sont mobilisés pour mener justement ces séances d'information auprès des élèves de 4e et 3e, donc dans 38 collèges. Ces intervenants, c'était surtout donc, des professionnels internes au collège. Ça pouvait être des professeurs de SVT, mais aussi des professeurs de français, des infirmières scolaires, différents intervenants. Et pour la composante facilitation d'accès, qui était présente dans les groupes 1 et 3, il y a eu 27 journées de vaccination qui ont été réalisées dans 19 collèges en France. Et ça, c'est grâce à la participation de 11 centres de vaccination. Au final, le taux de participation à ces journées de vaccination était de 16,5%, avec finalement un taux de vaccination à 14,5% des collégiens. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, certains avaient donné leur accord et finalement s'étaient fait vacciner entre-temps, ou certains étaient touchés par le Covid. Voilà, d'où la différence. Au sujet des médecins généralistes, donc pour la composante formation des médecins généralistes, présente dans les groupes 1, 2 et 5, il y a eu 199 médecins qui ont été sollicités sur 45 communes et 43 médecins ont suivi l'intégralité de la formation proposée. Pourquoi si peu ou pourquoi de 199 on passe à 43 C'était une période difficile pour les médecins généralistes. La période Covid, les changements de recommandations incessants, les changements de protocole. Donc pour eux, c'était difficile de s'engager dans un projet comme ça. Ça leur donnait une charge en plus. Donc on comprend leur réticence à s'engager dans un projet pareil. Et on remercie ceux qui se sont engagés. Sur cette diapo, on fait donc un focus sur les Pays de la Loire, puisque nous sommes dans la région des Pays de la Loire,
avec déjà une liste des communes, collèges qui ont participé dans les Pays de la Loire. Donc, il y en a eu 11, 11 collèges qui avaient donné leur accord. Et finalement, il y en a 5 d'entre eux qui se sont désistés. Sur les 5 départements, il y en a 4 qui sont représentés, puisque le collège de la Vendée s'est désisté. Et donc, chaque collège appartenait à un groupe différent, donc avec des composantes différentes dans chaque collège. Alors, concernant la composante éducation, motivation, mobilisation, il y a eu des réunions qui ont été faites à destination des parents de décembre 2021 à janvier 2022. Les parents ont été informés de ces réunions par mail, par les collèges. Et 4 réunions en visioconférence ont été proposées pour chaque collège. Alors, comme vous pouvez le voir sur les chiffres, c'est vraiment pas terrible du tout. En fait, les parents, ils ont très peu participé aux réunions en visio. C'est pas forcément le thème qui les a pas intéressés, parce que les retours des collèges, c'est que les réunions proposées en visio pour les parents, ils y participent peu importe le thème, même si c'est l'orientation scolaire de leurs enfants. Peut-être que c'est le mode de réunion qui ne les convient pas, les horaires. En tout cas, voilà, 6 participants en tout, c'est très faible sur l'ensemble des parents qui ont été sollicités. Les séances à destination des élèves, elles ont été faites de janvier à mars 2022. Donc nous proposions 2 séances de 2 heures auprès des élèves de 4e et de 3e. Ces séances ont été adaptées, notamment au niveau de la durée, en fonction des collèges et de la possibilité de se dégager du temps. Les intervenants internes, donc c'était des infirmières scolaires, des enseignants de SVT, et puis des intervenants externes, des professionnels des centres de vaccination, du CRCDC, de la Ligue contre le cancer. Et au final, pour la région Pays de la Loire, sur les 6 collèges impliqués, 839 collégiens ont eu une séance, 2 séances d'information sur le papillomavirus et le vaccin anti-papillomavirus. Pour la composante facilitation d'accès, donc je vous le disais, ce sont des journées de vaccination anti-papillomavirus qui ont été organisées au sein des collèges de mars à avril 2022. Dans les Pays de la Loire, il y a eu 6 journées de vaccination avec la participation d'une équipe mobile de vaccination de proximité. Donc ces équipes mobiles de vaccination étaient composées soit de médecins, d'infirmières, de secrétaires. Et donc, donc en fait, initialement, les élèves, les collégiens qui ont été informés, c'est les 4e et 3e, mais ces journées de vaccination, elles étaient adressées aux collégiens dès la 6e, parce qu'il y avait une information qui avait été donnée aux parents quand même, pour qu'ils puissent en bénéficier. Parce que finalement, que les équipes se déplacent dans les collèges, c'est un avantage. Parfois, les parents, ça leur facilite la vie, ça leur évite des fois d'aller chez le médecin. Et donc, au total, il y a eu 17% de collégiens qui ont été vaccinés dans tous les Pays de la Loire à l'issue de ces journées de vaccination, avec aussi bien des filles que des garçons. Donc c'est pour ça, là, la recommandation pour la vaccination anti-HPV chez les garçons, elle est assez récente. Et on espère que les chiffres vont petit à petit augmenter. En tout cas, ils ont l'air de s'y intéresser autant que pour les filles. Donc ça, déjà, c'est une belle avancée. Donc voilà, comme je vous le disais, les analyses du projet sont toujours en cours, puisqu'on va continuer à recueillir les taux de vaccination auprès des pharmacies de ces communes, auprès des centres de vaccination, auprès des Cégides. Et l'étude, les résultats finaux, ce sera pour février 2024. Voilà. Merci Mathilde pour ton intervention. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer à la fin de cette étude, un élargissement de la vaccination HPV dans les écoles dans toute la France ?
Oui, ce serait un bel objectif justement, et puis vraiment que ces séances d'information auprès des collégiens, mais aussi auprès des parents, ce soit un élément pour augmenter ce taux de vaccination. Parce qu'en fait, parfois les réticences, elles sont liées à un manque de connaissance de ce virus. Papillomavirus, ça parle pas forcément. Le rappel des TP, diphtérie, coqueluche, ça on connaît, mais intégrer ce papillomavirus dans les mœurs, on va dire. Sophie, tu voulais dire quelque chose? Non, nous, on a participé du coup à une séance de vaccination dans un collège. On a trouvé ça super. Juste pour préciser les chiffres, c'était juste 16% des élèves vaccinés, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup quand même qui étaient quand même déjà vaccinés, du coup, notamment les jeunes filles. Et c'est vrai qu'on a vu des enfants où l'infirmière scolaire avait vraiment été derrière les parents pour les motiver aussi. Et c'est un autre moyen aussi de toucher les gens par l'école, enfin les élèves par l'école. Et on a trouvé ça très très bien. Et avec un investissement des garçons qui était important aussi. Donc voilà, c'était assez prometteur et notamment aussi sur proposer la vaccination à tout le monde. Et notamment l'école, c'est vraiment un lieu où les enfants sont présents et on a trouvé ça vraiment bien pour avoir une proposition dans des départements, des régions où il y a peu de médecins traitants pour que tous les enfants puissent être vraiment touchés en fait. Ouais. Puis les collégiens discutent beaucoup entre eux dans les cours d'école, donc ça c'est vraiment un facteur important pour convaincre. Vous avez eu peu de parents dans l'étude, beaucoup d'enfants néanmoins. Est-ce qu'on peut imaginer que même eux ont pu motiver les parents derrière ou apporter suffisamment d'informations pour... Ce sont les parents qui devaient donner un accord pour la vaccination. Exactement, il y avait le recueil du consentement des deux parents écrit. Donc on imagine que même si les parents n'ont pas participé aux réunions d'information en visio, les enfants, après leur séance éducative à l'école, les collégiens ont discuté avec leurs parents, j'ose espérer le soir peut-être à table, et les ont convaincus et ça leur a permis justement de pouvoir se faire vacciner ensuite. Il y a eu beaucoup d'accords? Beaucoup Des d'accords. parents, il n'y a pas eu beaucoup de refus de vaccination de la part des parents? Non. Oui, formidable. On parle Ikombo veut intervenir? on parle d'un point peut-être négatif sur les parents. On pourrait penser par exemple que 43 médecins sur les presque 200, ça pourrait être peu, mais pour organiser parfois des formations continues, c'est pas mal. C'est quasiment 20%. De réussir à mobiliser 20% des médecins, je trouve ça pas mal. Enfin, Surtout, 20%, voilà, on ça à la était luche. dans une période encore plus difficile que d'habitude, donc ça mobilise du temps. Donc vraiment, on remercie les médecins qui ont participé. Le à ce deuxième projet. point positif, c'est quand même quasiment 840 collégiens qui ont eu de l'information. S'il n'y avait pas eu cette intervention, qu'aurait-il eu? On peut se poser la question comme information. Et puis, dernier point positif, alors oui, il y avait 90 collèges au départ, on n'en a plus que 60, mais on en a 60. Et je me pose encore la question, qu'est-ce qu'ils auraient eu, ces collèges, comme expérience Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans ce que tu nous as présenté, c'est le fait de travailler ensemble, de pouvoir coordonner différents acteurs, que ce soit les acteurs de l'éducation nationale, les acteurs du sanitaire et de la prévention, pour une action commune. Et ça, je pense que c'est l'avenir de nos actions de prévention. Juste une dernière question. Je crois que tout ce qui a été produit comme production de documents, de supports de formation, tout ça sera mis à disposition. Pour l'instant, les outils qui ont été mis à disposition dans les collèges qui ont participé à l'étude, les collèges peuvent les réutiliser, donc peuvent continuer à les utiliser auprès des collégiens. Une fois que l'étude sera terminée, ces outils vont être diffusés pour justement pouvoir être utilisés et qu'on continue à augmenter notre information sur la vaccination anti-papillomavirus dans les collèges et qu'on augmente le taux de vaccination. Merci Mathilde. Alors notre webinaire arrive presque à son terme. Merci à tous les intervenants. Merci aux personnes qui ont suivi en direct sur la chaîne Les Mardis de la Vaccination ce webinaire. Ikombo, c'est un challenge. Tu as 2 minutes pour dire un mot de conclusion. Alors, je vais pas en dire un, je vais en dire plusieurs. Motivation, c'est ce qu'on a vu dans vos topos. Être convaincu
c'est aussi un autre maître mot. Savoir être convaincu sur l'intérêt de la vaccination. Et je pense que les présentations d'aujourd'hui nous ont montré l'intérêt de la vaccination. Alors, vous êtes professionnel de santé, vous savez qu'aucun médicament n'a pas d'effet secondaire, mais clairement, l'effet de la vaccination, il est réel. Et là, on l'a vu sur les différentes présentations qui étaient là. Le troisième mot, c'est coordination. Et c'est vrai que la présentation de Mathilde nous a montré que lorsqu'on travaille ensemble, médecins généralistes, pharmaciens, infirmières, en plus avec maintenant l'extension des compétences vaccinales, on peut réussir à faire de belles choses, chacun sur son territoire. Moi, je pense pour la Sarthe, puisqu'on est sur les mardis de la vaccination de la Sarthe, et je pense qu'on a de belles choses à faire. Donc, un autre mot, un dernier mot, c'est le partage. Partage des connaissances. Nicolas on a parlé, beaucoup de personnes ne connaissent pas HPV, par exemple. Beaucoup de personnes ne connaissent pas non plus les séquelles qu'il y a après une infection invasive à méningo B. Donc le partage des connaissances, je pense que c'est notre devoir, sans être moralisateur, mais on est professionnel, on a ce devoir d'information auprès des patients, une information claire, la plus claire en fonction de nos compétences et de nos connaissances, puisque l'enjeu, à la fin, c'est quand même que chacun soit acteur de sa propre santé, et en particulier nos jeunes, puisque c'est eux qu'on essaye de cibler en ce moment sur les interventions dont on a parlé, HPV ou méningo B. Donc moi, je suis très heureux de ces mardis de la vaccination. C'était vraiment très riche, comme d'habitude, avec des présentations de grande qualité. Merci à Sophie, à Mathilde, à Nicolas. Merci Irène pour cette animation. On vous donne rendez-vous pour les prochains mardis de la vaccination à Cholet, à La Roche-sur-Yon, pardon. La semaine prochaine, donc mardi prochain, à La Roche-sur-Yon, et le 8 novembre à Nantes. Toujours sur le même mode, les mardis de la vaccination. Posez vos questions, challengez les autres intervenants. On a été très heureux d'être avec vous ce soir, et merci à tous de nous avoir suivis. Merci.